Débat pour la nation, nous sommes en direct. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique. Merci à vous également, chers téléspectateurs et chers internautes, les fidèles de cette grande émission Débat pour la nation. Je reçois Chris Mukendi, secrétaire national adjoint en charge de la propagande au niveau des LAFDC. Nous allons parler tout au long de cette émission de cette grande cérémonie, la sortie officielle de l'Union sacrée, c'est samedi, le 29 avril, au niveau du stade des Martyrs. Comment est-ce que ça se prépare? Vous allez voir quelques images. Chris Mukendi était là au niveau du stade des Martyrs. Est-ce que les préparatifs vont bon train? Est-ce que le président de la République pourrait être là? Les présidiums, je pense que dans l'ensemble, le présidium sera là. Comment est-ce que ça se passe également la mobilisation au niveau de l'AFDC? Pourquoi ne pas prendre la question du budget s'il pourrait y avoir collectif budgétaire au mois de septembre, parce que ça se chuchote, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Le gouvernement serait dans l'incapacité de mobiliser 16 milliards comme convenu. Alors nous allons également aborder la question de l'Est, question des pensées également, parce que chaque jour, à chaque seconde, nous pensons à nos amis, à nos frères, à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. La CENI également a clôturé les processus, les opérations d'enrôlement. C'était depuis lundi que les bureaux sont désormais fermés. Comment est-ce que ça s'est passé? Les élections vont se tenir dans les délais. On va échanger tout au long de cette émission avec Chris Mukendi, le YouTube Peter Tiani, RDC. Chris Mukendi de l'AFDC. Vous allez bien, je pense. Oui, ça va très bien, cher Grammic. Merci pour l'invitation. Et je salue les nombreux téléspectateurs qui auront les privilèges de suivre cette émission. Alors, Chris Mukendi, vous êtes de l'AFDC, également de l'Union sacrée. Je vous ai vu au stade des Martyrs, nous allons avoir l'image, on parle de ça parce que c'est ça l'actualité, la sortie officielle de l'Union sacrée, mais la question d'introduction, pour faire entrer en la matière, entre la sortie officielle de l'Union sacrée et ce qui se passe, ou ce qui s'est passé au niveau des lois là-bas, la priorité pour l'Union sacrée serait quoi? Non, vous savez, des questions sécuritaires sont prioritaires, des questions sociales. Mais l'Union sacrée a aussi cette vocation de pouvoir rencontrer tous les besoins à caractère social, besoins à caractère économique, hein, besoins à caractère de gouvernance. C'est là l'essence même de l'Union sacrée. Donc, mais aussi, vous êtes sans ignorer que le gouvernement de la République, c'est le gouvernement central, mais nous avons voulu à ce que nous puissions avoir, au-delà du gouvernement central, dans notre constitution, des gouvernements provinciaux qui prennent en charge, au nom de l'État congolais, tout ce qui se passe au niveau des provinces. Donc, nous avons un ministre des Affaires sociales qui s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Nous avons aussi un gouvernement et un gouverneur. Donc, des questions en rapport avec des compétences ne sont pas du tout violées. Mais, comme vous le savez, l'État, c'est l'ensemble de tout ça. La gestion de l'État, ce n'est pas une gestion... nous avons une gestion décentralisée qui permet à ce que chaque acteur puisse jouer son rôle au nom de l'État, au nom de la délégation du pouvoir. Donc voilà, ce qui se passe à Lualaba nous intéresse au plus haut niveau. Et je profite de votre micro pour présenter de sincères condoléances à la famille de notre fille, hein, qui est décédée à la suite de cet incident qui est arrivé à l'école Mwanga. Alors, Chris Mukendi, est-ce que ça ne donnerait pas l'impression que l'Union sacrée serait inintentionnée sur ce qui se passe dans l'étendue du territoire, du fait qu'il y a mort d'hommes? Comme vous le savez, la vie humaine, elle est sacrée selon la Constitution. Est-ce que ça ne pourrait pas être un motif pour vous de repousser, même pour après 2 ou 3 semaines, les temps que les blessures essaient un peu de se cicatriser et les temps que les gens essaient d'oublier ce qui s'est passé? Pourquoi tenir mordicus pour que votre cérémonie se tienne ce samedi? Non, mais cette approche-là, déjà, c'est une approche apolémique.
hein, Non, c'est pas polémique, ce sont des questions non, qui justement, choquent dans l'opinion. je suis en train d'aborder le sujet. C'est une approche qui laisse croire à l'opinion que le gouvernement ne s'intéresse pas au vécu de la population et que sa priorité se trouve ailleurs, cette approche-là. Mais j'ai dit à l'entame de mes propos ici que le pouvoir est des délégations. Exactement. Lorsque nous avons... Mais il y a mort d'homme. Quand s'il il y a vous mort plaît, d'homme, en tout cas, c'est... non, mais il y a mort d'homme à Bunagana, il y a mort d'homme à Exactement. Rutshuru, il y a mort d'homme à Kwamouth, il y a mort d'homme partout, sur toute l'étendue du territoire national. Mais cela n'arrête pas le fonctionnement de l'État, n'est-ce pas? C'est pas pour justifier ces calamités qui sont constatées sur le territoire congolais, mais simplement j'ai dit que le pouvoir est des délégations en vertu de notre constitution. Ce qui se passe au Lualaba intéresse l'État congolais, mais l'État congolais, à travers cette constitution que tous les Congolais ont eu à voter, ont procédé à ce que le pouvoir soit un pouvoir des délégations. Il y a des pouvoirs qui sont des compétences concurrentes entre concurrentes entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, mais il y a aussi des compétences qui sont exclusivement des provinces. Mais chaque fois qu'il y a mort d'homme, ça ne nous laisse pas indifférents. Voilà. Donc, j'ai dit, j'ai eu à présenter le condoléance ici, mais j'ai dit, on n'arrête pas non plus les trains du fonctionnement des institutions, les trains de l'État, des vies des partis politiques, parce que nous avons dans le pays des situations pour lesquelles l'État prend en charge. Alors, Chris Mukendi, pourquoi organiser la sortie officielle de l'Union sacrée avec pompe comme ça? Est-ce qu'il y a un défi? Il y a quelque chose à prouver aux gens? Ou bien pourquoi cette manière de faire les choses? Longtemps, nous savons tous que le pays est dans une situation un peu morose. Vous savez très bien, vous êtes de l'AFDC. Le président du Sénat a décrié la situation qui se passe au niveau du pays lors de la rentrée parlementaire au mois de mars. Pourquoi organiser cette sortie de l'Union sacrée avec une telle publicité, avec tout ce qui se passe là? Vous savez, avec la signature de la charte, tous les membres des partis politiques ne pouvaient pas prendre part à cette activité parce que cette activité ne prenait que les leaders de partis politiques pour matérialiser leur adhésion au sein de l'Union sacrée. Et l'espace ne pouvait pas contenir tout le monde, hein, ça s'est passé au Grand Hôtel, mais il y a eu une certaine volonté de tout ce qui constitue aujourd'hui l'Union sacrée de pouvoir se retrouver ensemble pour sceller cette volonté qui a été coulée sous forme de charte pour accompagner le chef de l'État à finir son second mandat, mais aussi pour préparer les échéances électorales qui arrivent. Donc je pense que ces besoins-là de communier avec les militants des partis politiques, mais aussi de communier avec les Congolais qui est à la base de ces projets. Et pour nous, hein, je crois que c'est un projet qui ne dérange en rien la vie dans la cité, qui ne dérange en rien, parce que c'est une activité politique comme tant d'autres activités dans le pays. Chaque parti politique organise ses activités, chaque regroupement politique organise ses activités. Ben, on ne peut pas interdire à l'Union sacrée, quand il considère qu'il y a un besoin de pouvoir communier avec la base des partis politiques, mais aussi des Congolais qui sont les premiers bénéficiaires de l'action du gouvernement à pouvoir entrer en contact avec leurs leaders, de pouvoir le faire. Donc nous considérons que c'est un moment d'échange, un moment où la population va communier avec ses leaders. Donc c'est l'essence que doit revêtir cette activité que nous tiendrons le 29 au Stade de Martyrs. Est-ce que cela ne donnerait pas-il raison aux détracteurs qui pensent que l'Union sacrée, c'est plus dans les célébrations, les fêtes, vous donnez un peu l'air festif, si je pourrais dire, comme ça. Et comment est-ce que vous pourriez vous expliquer? Parce que, en tout cas, ça pourrait se passer dans, si je pourrais vous dire, en sourdine, c'est-à-dire que chacun passe, signe la charte, ainsi de suite. Mais pourquoi essayer un peu de faire des célébrations? Ça ne donne pas l'air que l'Union sacrée est toujours dans les fêtes, dans les célébrations, dans la distraction. Non, mais c'est une activité politique. Lorsque vous lisez votre constitution,
il y a la liberté de manifestation politique. Ouais. Donc, demander à ce que l'Union sacrée n'organise pas une activité politique, pour ceux qui le pensent, sont en désaccord total avec cette constitution. Je ne peux pas comprendre qu'un acteur politique puisse fustiger les faits qu'un regroupement politique, une plateforme politique, puisse organiser des activités pourtant prévues dans la Constitution. Est-ce parce que cette activité est organisée par les gens qui sont au pouvoir que ça dérange? L'opposition a prévu une activité... Il n'y a pas un caractère festif là-dedans? Non, mais c'est quoi la fête? Est-ce qu'on va, on vient célébrer, il y a des tables qui seront dressées au stade, il y aura de la boisson? Pas du tout. C'est une rencontre purement politique qui permet au présidium de l'Union sacrée de pouvoir communier avec la base. Hein. Donc, pour nous, ça entre dans les cadres des activités normales de partis politiques et des regroupements. Tout le monde est libre d'organiser ce genre d'activités dans le pays. Hein. Donc, les 13, on aura assisté. J'ai entendu la MOUCA organiser une activité les 13. Et l'Union sacrée aussi organise son activité le 29 pour communier avec des militants qui composent cette structure. Cette méga structure qui permet au chef de l'État de pouvoir aller aux élections en 2023. Alors, le président, il sera là? Non, mais je ne connais pas les programmes du président. Donc voilà, je ne sais pas s'il sera là ou pas. C'est à lui d'apprécier. Alors, on prend, c'est vrai, je ne sais pas. Hervé, si l'image est prête, la vidéo là, vous pourriez la balancer avant d'entrer dans les préparatifs. Comment est-ce que ça s'organise? Chris Mukendi était là, l'invité que j'ai ici dans les plateaux, il était là. Je pense que c'était hier au niveau du stade des Martyrs. Vous allez voir comment est-ce que ça se passe et nous allons revenir pour en parler des préparatifs. Bandeko nyonso ya Kinshasa, oyo balingaka président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, bandeko nyonso ya FDC, bana Lukunga, bana ya Tchangu, bana ya Funa, bana ya Moamba, tobengisi bino nyonso awa na stade de Martyrs boza komona le samedi 29 avril 2023 à 10h précises. Boya tosangana mpona tokutana biso nyonso na oyo etali sortie officielle ya Union Sacrée oyo ezali méga plateforme politique oyo vision yango ezali amélioration ya bien-être ya bakongolais nyonso. Donc tosengi na bana nyonso baparti politique baza kocomposer Union Sacrée, bana ya HDC nyonso, bana ya professeur Modeste Bahati, bana ya baparti politique nyonso bazali lelo membre ya Union Sacrée, toya totondisa stade oyo boza komona awa ezali moke mpona baambition oyo Union Sacrée aza nango lelo mpona bakongolais nyonso. Donc tolakisa mokonzi ya mboka bolingo na biso mpona ye, tolakisa mokonzi ya mboka soutien toza nango mpona ye, totondisa stade oyo totondisa yango eza moke mingi mpona biso na Kinshasa awa. Plus de 10 millions de Kinois tobandi ke awa tozala ata 3 millions 4 millions ti libanda baécran géant ekozala pour que bolakisa na banguna nyonso ya Congo que tozali biso nyonso na nsima mokonzi ya mboka, tozali biso nyonso na nsima ya Union Sacrée, biso nyonso tozali na nsima ya mampinga na biso FARDC oyo bazali kobunda mpona kotia kimia na kati ya mboka. Donc tobengi bino nyonso na rendez-vous à ne pas manquer awa na stade de Martyrs le samedi 29 avril à 10h. Bana nyonso ya Kinshasa, soko oza na makoki oza na Congo central oya Kinshasa yaka, soko oza na bandundu yaka, soko oza pembeni ya Kinshasa awa tokutana biso nyonso awa mpona kolakisa mokonzi ya mboka soutien na biso pe soutien na ba FARDC oyo bazali kobunda na est ya République. Tokutani le 29, rendez-vous ezali moko awa na stade de Martyrs. Merci mingi. Merci beaucoup, c'était la Chris Mukendi. Alors, on entre dans les préparatifs. La première des questions, Chris Mukendi. Les financements de cette activité viennent, on parlerait des dizaines de millions qui viendraient de la caisse de l'État. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, les partis politiques, tous les partis politiques vivent des cotisations de ses membres. Chaque membre du parti contribue à hauteur de 10% de ses émoluments, contribue à 10% à hauteur de sa rémunération. Imaginez l'AFDC comme parti politique,
chaque mois, vous avez 41 députés nationaux qui cotisent dans la caisse du parti à hauteur de 10% de leurs émoluments. L'UDPS autant, l'UNC autant, le MLC autant. Donc aujourd'hui, l'activité qui va se dérouler dans le stade de Martyr, ce n'est pas une activité financée par le Trésor public. C'est une activité financée par le présidium de l'Union Sacrée, qui est constitué des leaders dont les membres sont actifs au niveau des institutions et chacun a, au prorata du pourcentage qui lui a été fixé, participé à louer les stades, mais aussi à assurer la logistique qui permet à ce que cette activité puisse se tenir. Donc, loin de nous des pratiques qui consistent à pouvoir mettre la main dans la caisse de l'État pour une activité qui ne relève pas du fonctionnement des institutions de l'État. Donc, c'est une activité politique indépendante du fonctionnement des institutions et on ne peut pas financer avec le Trésor public une telle activité. Alors, c'est vrai que vous parliez, là, vous êtes en train de parler, d'expliquer, mais comment est-ce que la population peut vous croire qu'une activité organisée par, il y a les membres du gouvernement là-bas, il y a les chefs des institutions là-bas, que les financements ne viennent pas dans les caisses de l'État? Mais j'ai eu à répondre à cette question. Exactement. Ngobila a eu... pourrait vous S'il vous plaît. Mais la population, je ne sais pas si tout le monde connaît les fonctionnements des partis politiques, mais tout le peuple sait. Surtout ceux qui sont membres des partis politiques, ils savent que les partis politiques fonctionnent avec des cotisations de ses membres, de dons, des legs. Tout le monde sait. Ngobila a eu à faire une activité au stade. C'est Nicolas Kazadi qui a sorti l'argent pour Ngobila? Pas du tout. L'UDPS, en son temps, a eu à faire une activité au stade. Vous n'avez jamais soupçonné quoi que ce soit en rapport avec le financement de cette activité. Pas du tout. Parce que les partis politiques ont des membres du gouvernement. Les partis politiques ont des ministres, des députés, des sénateurs, des mandataires publics. Lorsque vous évaluez l'activité, vous dites, OK, cette activité nécessite à ce que nous puissions contribuer à hauteur de... cette activité nécessite, par exemple, le coût global de l'activité, c'est 500 000 $. Le coût ici, c'est combien d'abord? Non, mais je ne sais pas, je ne fais pas partie de l'organisation. Moi, je n'en sais rien du tout. Mais seulement, j'ai dit, ce n'est pas une activité qui est financée par les trésors publics. C'est financé par les partis politiques, membres de l'Union Sacrée. Chacun, volontairement, apporte sa pierre à l'édifice pour que nous puissions tenir cette activité. Donc, loin de nous l'idée de mettre la main dans la caisse de l'État qui est constituée de l'argent du contribuable congolais. On ne peut pas utiliser l'argent du contribuable congolais pour des fins politiques qui ne touchent pas directement à la vie des Congolais. On ne peut pas le faire. Ce sont des pratiques que nous avons dénoncées, des pratiques que nous réprouvons et des pratiques que l'Union Sacrée ne ferait jamais. Alors, il y a un thème ou bien il n'y a pas de thème? Je crois que c'est une rencontre qui va dans le sens de pouvoir réunir nos efforts dans le cadre d'une cohésion nationale, mais vous avez suivi aussi l'appel que j'ai lancé pour soutenir les FARDC. C'est pour nous un moyen de montrer à nos frères qui sont à l'est de la République que nous sommes ensemble avec lui et ces messages seront lus successivement certainement par les leaders qui sont membres du Présidium, qui vont faire étalage du message contenu pour cette rencontre. Mais comme j'ai allé dire moi-même déjà dans la vidéo que j'ai vulgarisée, c'est que nous sommes là pour l'unité du Congo, nous sommes là pour aussi dire non à cette volonté manifeste de nos agresseurs qui veulent prendre les pays, une partie de notre territoire, et nous profiterons de cette occasion aussi pour dire aux FARDC que nous sommes avec eux, que nous les accompagnons dans cet effort de garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Je vous ai suivi religieusement dans la vidéo, vous invitez pratiquement tout le monde. Est-ce que vous êtes prêt à écouter certains messages hostiles au pouvoir si tout le monde viendrait? C'est-à-dire, par exemple, au cours de la cérémonie, il y a des gens qui crient bon à 100 jours,
détournement, et ainsi de suite, ce genre de messages. Est-ce que vous êtes prêt à digérer cela, si ces messages viendraient? Mais déjà, cette rencontre est constituée de qui? La rencontre, c'est vrai qu'on a lancé l'appel à tout le monde aussi, mais c'est une rencontre qui est constituée par les tenants de l'Union sacrée. Ça veut dire que ce sont des militants de l'Union sacrée, le parti politique qui constitue l'Union sacrée, qui sont les premiers à venir. Voilà. Mais nous ne redoutons pas non plus les faits que, au cours de ce genre d'activités, il y a aussi des infiltrés. Oh. Ben justement, j'ai suivi. Est-ce que la population pourrait être infiltrée dans l'Union sacrée? Écoutez, c'est une activité qui est ouverte au public. Exactement. Quand on dit ouverte au public, ça veut dire qu'il y a des partis politiques qui peuvent combattre l'Union sacrée, qui combattent l'Union sacrée aussi, qui pourraient envoyer leurs militants pour scander ces genres de chansons. Ça arrive en politique. Le fait de dire que le pays ne marche pas bien, non, c'est combattre... j'ai dit ça arrive en politique. Non, mais écoutez, j'ai dit ça arrive en politique. Que vous organisez une activité, que ceux qui ne sont pas membres de votre organisation envoient des gens pour s'aimer les troubles. Oh. Ça arrive. C'est s'aimer des troubles, ça? Non, j'ai dit ça arrive. Je ne parle pas du cas d'espèce. Je dis ça arrive que dans des manifestations, Chris Mukendi organise une matinée politique, ses adversaires politiques aussi envoient leurs militants pour faire du désordre. Ça arrive en politique. Mais je crois que cette activité est d'abord organisée pour les militants dont les partis politiques sont membres de l'Union sacrée, mais aussi c'est ouvert au public qui sont bénéficiaires de l'action de ces gouvernements. Donc, mais nous sommes des démocrates. Ouais. La population peut toujours exprimer son sentiment vis-à-vis du pouvoir. Nous-mêmes aussi sur le plateau de télévision, nous arrivons parfois à exprimer ce que... les désarrois, nous exprimons ce qui ne va pas parfois. Exactement. Donc, je dis, on va empêcher à aucun Congolais de pouvoir s'exprimer, mais seulement je dis, si cela vient des détracteurs, ben, je crois qu'ils seront maîtrisés aussi. S'ils sont identifiés, parce que j'ai suivi nos amis du PPRD qui disaient que les gens viendront, mais ils vont chanter telle chanson. Donc ça veut dire que déjà... C'est normal, non? Mais justement, j'ai dit ceci. C'est comme ça que je parlais d'une certaine infiltration, parce qu'il y a des gens qui se préparent à infiltrer aussi cette activité. Mais nous serons plus nombreux, et voilà. Hein. Et si nous crions beaucoup plus fort, certainement. Et si cela arriverait, ça serait une humiliation ou bien c'est la démocratie? Humiliation pourquoi? Si le peuple congolais dit qu'il n'a pas d'eau, ce n'est pas de l'humiliation vis-à-vis du régime. Pas du tout. Hein. Nous sommes des démocrates. Si un Congolais veut exprimer son aspiration, veut exprimer, faire une observation au régime, il peut le faire. Mais de la manière la plus élégante, pas de manière à venir troubler l'ordre public. Parce que là, si vous venez dans le sens de troubler l'ordre public, vous venez pour déranger, voler, blesser les gens, vous infiltrer les Koulouna dans une activité du parti politique, et que ces personnes sont identifiées, arrêtées, ben, ils vont dévoiler pour dire, ok, c'est M. Kipalamoto qui m'a envoyé, c'est M. Aristote Ngarime qui m'a envoyé. Donc voilà, donc en ce moment-là, M. Ngarime pourra être traduit en justice. Donc j'ai dit c'est une activité politique, mais les adversaires politiques pourront toujours profiter de l'occasion. Bon, ce n'est pas ce qui importe pour nous. Ce qui importe pour nous, c'est de communier avec le peuple congolais et de faire passer le message de l'Union sacrée. C'est vrai, on est dans la sortie officielle de l'Union sacrée, mais une petite digression, parce que si je ne dis pas ça, ça pourrait m'échapper. Vous êtes de l'AFDC, vous aviez vu l'image de Jean-Marie Lubulassi, qui serait également de l'AFDC. Je ne sais pas, il est toujours chez vous, de l'AFDC? Il faut arrêter de faire les liens entre il est de l'AFDC? S'il vous plaît, il est de l'AFDC. Ah, d'accord. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? L'appréciation de son comportement. C'est que les violations des droits communs sont individuelles. Ah, d'accord. Ça n'engage pas les... Je dis, les violations des droits communs sont individuelles. Malheureusement, nous sommes dans un pays où si Chris Mukendi est attrapé la main dans les sacs, on dit c'est Bati qui l'a envoyé. Chris Mukendi gifle quelqu'un dans la rue, on dit c'est Bati qui l'a envoyé. Donc c'est comme si l'image de votre parti, non? Non, justement, mais je dis l'infraction est personnelle. Il ne faut jamais faire les liens entre les comportements inciviques, il faut le dire, d'un acteur à son parti politique. Parce que le parti prend des valeurs.
Mais lorsque quelqu'un qui est membre de votre parti politique se comporte mal et viole des principes des droits humains, il ne faut pas lui coller l'image de Modeste Bahati, comme si Bahati c'était lui la conscience de ces messieurs. Pas du tout. Mais les partis ne Chacun, s'est pas exprimé, hein, et jusqu'à présent, c'est pas... chacun, non, j'ai dit c'est une infraction de... disciplinaire. J'ai dit c'est une infraction de droit commun. Lorsqu'il y a une infraction de droit commun, ce n'est pas le parti qui sanctionne. D'abord, même c'est ça, la ça, justice. C'est la justice. La C'est la désolidarisation justice. du parti, on n'a pas vu. Non, mais, mais c'est en interne. Vous voulez, lorsque le parti... Moi, je suis en train de parler. Ce n'est pas le parti qui parle. Ah, d'accord. Je suis communicateur du parti. Je suis en train de réprouver ses comportements. Ah, vous voulez que le parti s'exprime comment? Que le parti vous envoie un document pour dire « Monsieur Lukula, si vous avez été suspendu ». C'est un cadre. Monsieur Lukula, si il est membre, il est président du conseil d'administration. Lorsqu'il est en faute, il est député. L'Assemblée nationale, qui avait initié une action contre Daniel Safou, peut initier une action contre Lukula si. Il relève de l'Assemblée nationale. Il est membre du conseil d'administration. Il jouit des fonctions d'État. C'est un homme d'État. Donc, à ce niveau-là, il ne revient plus à un parti politique de pouvoir sanctionner ses actions. Pas du tout. Il revient à l'institution qu'il incarne de pouvoir agir pour dire, l'interpeller. Assemblée nationale, puisqu'il est député, ou le ministre des tutelles, ou le conseil d'administration de l'INPP. Donc, moi je suis en train de dénoncer comme communicateur du parti, ça veut dire que le parti désapprouve ce genre de comportement. Ah, d'accord. Alors, on rentre, c'était juste une petite digression, une brèche ouverte, on la referme très rapidement. À Chris Mukendi, on a vu les images sur la toile, Mbosso sera en train de recevoir des chefs religieux, des dirigeants de plusieurs églises. Selon les informations, il serait en train d'échanger pour cette cérémonie pour que les chefs spirituels apportent un peu leur contribution en termes d'effectifs. Est-ce que cela serait vrai ou bien ce n'était pas le cas? Vrai ou faux, est-ce que cela est interdit? C'est là la question qu'il faut poser. La vraie question est que l'union sacrée n'est pas en mesure de faire des plans statistiques. Mais l'union sacrée est composée de qui? Il est aussi composé des fidèles des églises. Oh. Ben oui. Donc, c'est possible que vous faites... Mais je suis membre d'une église. Oui, exactement. Ben justement, moi je suis membre d'une église. Exactement. Je peux inviter le membre de mon église à venir à l'activité de l'union sacrée. L'église est apolitique, vous le savez très bien. Mais l'église n'est pas en dehors de la société. L'église... C'est apolitique, hein? Non mais écoutez... C'est dans la société civile. Non mais dites-moi, c'est quoi être apolitique? Être apolitique, c'est ne pas s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays. Être apolitique veut dire ne pas participer à une activité politique. Ou être apolitique veut dire ne pas faire la politique pratique. Exercer la fonction politique. Ce sont autant de questions auxquelles il faut répondre. Moi j'ai dit, le parti politique, dans les partis politiques, il y a des musulmans. Dans les partis politiques, il y a des pentecôtistes. Ouais. Dans les partis politiques, même tous ces acteurs politiques-là, ils ont leurs pasteurs qui prient avec eux. Et de ce fait, vous devriez convier tous les pasteurs, une réunion pour donner une ligne que vos fidèles doivent... Ça n'a rien à voir avec une ligne. Ce ne sont pas des robots à qui on donne une certaine orientation. Pas du tout. Ce sont des Congolais d'abord. C'était vrai. L'activité, j'ai dit vrai ou faux, moi je ne sais pas. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, j'ai dit ce n'est pas interdit. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit, lorsque vous organisez une activité, de ne pas aller vers les églises. Pas du tout. Pendant la campagne, où est-ce que nous allons? Nous allons dans nos églises. Nous allons dans nos écoles. Nous allons dans des ONG. Parce que c'est une affaire des Congolais. Dans la mesure où ces organisations politiques, ces organisations religieuses sont constituées des citoyens congolais, ce qui se passe dans les pays les intéresse. Lorsque les prix du pain augmentent, les églises ne l'achètent pas à un prix plus bas que les autres Congolais, pas du tout. Donc, moi je me dis c'est un faux débat de considérer que Mbosso est allé chercher de l'appui au niveau des églises parce que ces églises sont composées de membres qui sont eux-mêmes membres des partis politiques. Donc voilà. Alors, on évolue. Qu'est-ce que l'Union sacrée pourrait dire à la population ces jours-là? C'est vrai que les messages de l'Union sacrée, je ne sais pas si vous pourriez me contredire, on sait que l'Union sacrée, c'est une plateforme électorale pour la réélection du président de la République, le deuxième mandat du président.
quel est le message qui pourrait être véhiculé les samedis que la population ne vit pas au quotidien? Le message, le contenu, je l'ai dit. J'ai eu à le dire moi-même déjà sur des images où j'appelle à la mobilisation du peuple en rapport avec cette activité. J'ai dit, nous avons une seule priorité aujourd'hui au Congo. Une seule. C'est l'instauration de la paix. L'instauration de la paix. Voilà. Nous avons besoin de la paix. Les efforts sont consentis au niveau du gouvernement pour ramener la paix. Sans la paix, notre économie s'ébranle. Sans la paix, il n'y a pas de gouvernance. Sans la paix, il n'y a pas de social. Le premier facteur social, c'est d'abord la paix. Donc, tout ce qu'on peut faire comme effort au niveau du gouvernement, aussi longtemps que nous n'avons pas la paix dans le pays, cet effort est réduit à néant. Moi, je pense que le message prioritaire pour nous, c'est un message de la paix, c'est un message de cohésion nationale, mais aussi c'est un message à la mobilisation générale pour barrer la route à nos ennemis qui veulent prendre une partie de notre territoire. Qu'est-ce que vous pensez que la population pourrait accéder à ces messages aussi longtemps sur terrain? Ce n'est pas ce qui se passe. Je répète la question. Sur terrain, est-ce que la population pourrait vous écouter aussi longtemps elle voit autre chose sur terrain? C'est-à-dire, au lieu de parler comme ça, la population a besoin qu'elle voit cela se matérialiser. C'est-à-dire que vous allez prêcher la paix, vous allez dire que non, nous voudrions la paix, nous travaillons. Mais la population a besoin de vivre cette paix au lieu d'écouter cela dans ses oreilles. Mais vous savez, une chose, c'est que il faut faire d'abord la différence entre des institutions et les acteurs politiques. Cette activité, c'est une activité purement politique. Mais ce sont des mêmes personnes qui sont dans les institutions. Mais justement, voilà, justement. Les réponses que la population attend des dirigeants sont des réponses au niveau des institutions et non au niveau de l'organisation comme plateforme politique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Donc, des réponses que la population attend se trouvent au niveau du gouvernement. Cette activité va au-delà du gouvernement. Ce n'est pas une activité du gouvernement. C'est une activité des membres, des acteurs politiques qui sont présidents des partis politiques, qui, heureusement, se trouvent aussi être membres des institutions. Voilà, ce n'est pas en ce moment-là, dans cette rencontre-là qu'on apporte des solutions aux problèmes. Non. Et puis des solutions sont des solutions de tout. Pas cela, non, écoutez. La population voit Mbosso, Badi, il voit Mbosso dans l'Union sacrée. Mbosso, c'est lui le président de l'Assemblée nationale. Les réponses. C'est lui le président du Sénat. Les réponses du gouvernement se trouvent, les réponses de la population se trouvent au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est là où on trouve des réponses par rapport à la situation économique, sociale du pays. Ce n'est pas au cours d'une activité politique organisée avec le membres des partis politiques, dont la majorité ne sont pas dans les institutions. Donc voilà, je dis, ça c'est quelque chose qu'il faut expliquer à la population. Au cours de cette rencontre-là, ce n'est pas... Mais nous lançons, nous montrons, nous envoyons l'image dans le monde entier que le Congo est un pays uni, un peuple uni, qui soutient son président et qui combat pour garantir son intégrité territoriale. C'est l'essence de notre combat, c'est l'essence de cette activité du 29 au stade du Martyr. Chris Mukendi, je reformule ma question. C'est vrai que les gens qui vont participer, c'est plus les gens de la majorité. Nous sommes au stade du Martyr. Vous dites que non, on doit lutter contre la corruption, la guerre doit finir, ainsi de suite, la paix. Mais la population qui vous regarde à la maison, parfois, se dit, ce sont ces mêmes gens-là qui volent, qui détournent, ces mêmes gens-là qui souhaitent à ce que les détournements, la corruption puissent prendre fin, mais ce sont ces mêmes gens qui volent, qui pillent, qui causent de l'insécurité. Vous pensez que la population va vous écouter? C'était ça ma question. J'avais dit à l'entame de cette émission que lorsque la charte de l'Union sacrée a été signée, elle a édicté des principes. Mais aussi cette charte-là a été
l'objet de cette rencontre, c'était les leaders de partis politiques. Cette charte doit être vulgarisée. Vulgarisée à tous les membres des partis politiques qui soutiennent les régimes. Et le cadre qui nous permet de rencontrer tous ces cadres des partis politiques, c'est les stades. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit qui peut nous contenir tous. À moins que nous voudrions aller comme Andolo lorsque le pape a été reçu ici. Donc, ne dénaturons pas l'objet ou l'objectif de cette rencontre. On vulgarise la charte de l'Union sacrée, mais on profite de l'occasion parce que notre pays est agressé à lancer notre appel. Mais venir est une volonté délibérée de chaque citoyen congolais. Parce qu'il n'y a personne qui sera dans sa maison, Chris Moukeni vient les prendre par la force, viens avec moi au stade de martyr. Pas du tout. Donc ça veut dire que les Congolais vont venir de leur propre gré, de manière délibérée, pour assister à cette messe qui vulgarise la charte de l'Union sacrée, mais qui appelle aussi tous les Congolais à l'unité pour barrer la route à nos ennemis. Donc, il revient à chaque Congolais de pouvoir, de manière libre, décider de venir ou de ne pas venir. Mais quant à nous, quant aux partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée, c'est une détermination, c'est une volonté que nous voulons exprimer pour passer le message que j'ai eu à étaler sur ce plateau. Alors, merci beaucoup Chris Moukeni. C'est vrai qu'on doit parler de beaucoup de sujets, mais on reste d'abord dans ça. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir guerre des leaderships, des popularités entre vos différents leaders dans le présidium? Vous savez, il y a Kamere, il y a Bahati, on sait déjà comment est-ce que ça se passe, on ne doit pas se voiler des faces, la population nous suit, elle est intelligente, elle sait, elle maîtrise la politique. Il y a déjà une certaine guerre de leadership au niveau de Kivu là-bas, entre Bahati et Kamere, il y a Bemba qui serait là, il y a Mboso. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de guerre de popularité? X fait pour voir ce que moi je suis très populaire, il n'y aura pas de camps, c'est-à-dire que, je prends l'exemple du MLC. Les gens, les militants du MLC qui chanteraient pour Bemba, de l'autre côté, les militants de l'UNC qui chanteraient pour Kamere, les militants de l'AFDC, pour Bahati. Est-ce que vous aviez prévu de mettre en place cette cohésion pour que vous tous vous puissiez avoir un même discours, un même langage en termes de militants? Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas cet individualisme politique. Ce qui nous réunit, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, ça veut dire l'ensemble de tous ces Congolais qui ont cru à cette vision et qui sont autour du chef de l'État. Les militants les comprennent, je ne refuse pas. Je suis en train de... Là, c'est la masse, on contrôle voilà. la masse. Donc, il faut d'abord établir ces principes-là. C'est l'union sacrée. Quand on dit union, c'est ensemble. L'union, ce n'est pas une division. L'union, c'est tu es noir, je suis blanc, on se met ensemble. L'union, c'est que tu es de l'UNC, je suis de l'FDC, on se met ensemble. Vous êtes du MLC, vous êtes du CEDER de Jean-Lucien Boussa, vous êtes du parti CEDER de Mbosso, vous êtes de l'UDPS. Union, on est ensemble. Voilà. Mais être ensemble ne tue pas aussi une compétition en interne. Elle est légitime. C'est loyal également. Mais justement, c'est légitime. Dans la mesure où elle est légitime, on ne peut pas empêcher aux militants de MLC de chanter plus fort. On ne peut pas les empêcher. Igwe. Pardon? Pour Igwe. Ils peuvent chanter pour Igwe parce que Igwe a démontré sa volonté de faire partie de l'Union sacrée. Il mérite ces honneurs-là. Ils peuvent chanter pour lui. Hein? On ne va pas empêcher à ceux qui soutiennent Modeste Bahati de crier haut et fort. Ça ne crée pas de frustration au sein du présidium? Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que cette activité, ce n'est pas une activité d'un parti politique, oui, c'est une activité de tous. Mais chacun voudrait démontrer au président que non, moi, j'ai beaucoup plus d'ancrage. Justement, c'est l'occasion de les faire, c'est l'occasion de les démontrer. Parce que... C'est ce que j'ai dit, ça ne pourrait pas créer de la frustration. Non, j'ai dit c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime. Chris Moukeni, par exemple, moi j'ai dit, ok, je prends ma base, je suis candidat député national, je dois démontrer que j'ai une base. Je suis candidat député. Je tiens des réunions avec ma base pour dire, ok, on ira au stade. Je tiens une réunion ce soir avec ma base pour dire, ok, je viens, je voudrais avoir un effectif de ma base de 150 personnes qui m'accompagnent. Voilà. Il revient à chaque candidat député de le faire, il revient à chaque secrétaire national de le faire,
Parce que c'est un message qui doit être entendu par tous. Ce n'est pas Chris Mukendi qui va se prononcer là-bas. C'est le présidium de l'Union Sacrée qui a un message à passer. Il faudra que ces messages soient entendus par ceux qui m'accompagnent aussi. Ils voient déjà mal pour eux que Chris Mukendi aille seul dans une activité aussi gigantesque. Oui. Donc voilà. Donc j'ai dit, c'est légitime pour chaque acteur de pouvoir montrer son poids politique aussi. Tout le monde dit avoir un poids politique. Voilà, on peut le dire sur un plateau de télévision. À une certaine époque, les gens disaient « Ah, le Chris Mukendi là, il fait seulement du bruit sur les plateaux de télévision, il n'a même pas de base. » Mais à travers des opérations de terrain, certains ont compris que ce n'était pas que des bons orateurs sur des plateaux de télévision, c'était des gens qui étaient ancrés dans la population. Voilà. Donc, ce mixage-là doit être constaté dans les chefs des acteurs qui, parfois, soufflent à l'oreille du chef des mensonges. Les chefs croient qu'ils ont des gens alors qu'ils n'ont personne derrière eux. Vous voyez? C'est une occasion pour ces personnes de démontrer qu'ils ont effectivement une masse. Donc, je vous invite, vous aussi, en tant que journaliste, de venir voir la démonstration de l'AFDC en tant que parti politique. Donc, vous invitez que les gens viennent voir la démonstration de l'AFDC. Ben justement, on va démontrer que nous sommes une grande force et dans l'Union Sacrée. Hein, nous sommes une grande force dans l'Union Sacrée. On n'est pas dans l'Union Sacrée pour faire du commérage politique. Vous appelez à vos militants de porter des insignes ou bien... Mais comment on identifie Chris Mukendi s'il ne porte pas une chemise AFDC? Voilà, donc c'est à travers ces genres de supports qu'on va identifier Chris Mukendi. Peut-être Chris Mukendi est connu, son visage, on dit ok, lui il est AFDC. Mais tout ce monde-là qui accompagne Chris Mukendi. Voilà, il faut qu'ils aient des signes distinctifs qui permettent à ce qu'on identifie. Ah, oh, bah, t'as Chris Mukendi. Voilà. Les problèmes également, dans le bon Alinga, là, à comprendre. Moi, je vois parfois des mêmes visages, dans les politiciens Oyo. Le visage, on retrouve son activité politicien X. Vous allez vous départager comment? Parce que c'est pratiquement la même population qui suit les activités de l'Union Sacrée quand c'est l'AFDC. C'est vrai qu'il y a des militants qui ont des cartes, qui sont très fidèles, mais également ces genres de choses, c'est-à-dire que vous partagez la foule. Est-ce que si cela arriverait, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Non, mais on peut constater ce phénomène pour des personnes qui ne sont pas organisées, qui n'ont pas de base. Ah, d'accord. Moi, j'ai une base. Qui? Pardon? Comme qui? Donc, je ne sais pas. Ces comportements peuvent être identifiés. C'est ceux-là qui ne sortent de l'argent que pour prendre des gens qui ne connaissent pas. Juste pour remplir des bus. Ça s'est fait exactement? Ben, ça arrive en politique. Que ce soit à l'opposition ou à la majorité. C'est les mêmes comportements. Il y a des gens qui amènent, ils ne sont même pas membres de partis politiques, mais on invite tous les Congolais aussi. On ne va pas interdire à quelqu'un d'amener des Congolais. Si c'est un même visage que vous retrouvez au PPRD, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai ma base à moi, des personnes avec qui je travaille, des fidèles, et je ne vais pas chercher des gens dans la rue, pas du tout. Voilà. D'accord. Et une dernière question pour ces sujets. Est-ce que vous aviez tenu compte des aspects météorologiques, ainsi de suite? S'il pourrait y avoir pluie, qu'est-ce que ça va se passer? C'est vrai que chez vos détracteurs, ça ne pourrait pas se comprendre au cas où il pleuvait, que les gens n'y viendraient pas. Mais une pluie, c'est un phénomène naturel. Ouais. Et s'il pleuvait, que les gens seraient dans l'indisponibilité de se déplacer, de se mouvoir? Non, mais ça arrive. Mais il ne faut pas aller chercher la pluie chez les féticheurs. Il ne faut pas aller chercher chez les féticheurs. Parce que je vois des gens dans les réseaux sociaux qui écrivent « Mboule Robeta Mukoloana, Mboule Robeta Mukoloana ». Bon, ok. Des bonnes guerres en tout cas. Donc, soyez Mboule Robeta, je crois que Robeta, vendredi de minuit à 3h. Donc, pour arroser les stades, pour nous donner de la fraîcheur, un bon climat. Les stades sont ouverts, qui permet à ce que l'activité se passe dans de meilleures conditions. Vous savez, il y a aussi des gens qui sont spirituels à l'Union Sacrée qui prient. Ah, c'est vrai ça. Oui, qui prient, qui demandent à Dieu. Adel Caïn. Pardon? Adel Caïn. Bon, il ne faudrait pas aussi... vous savez, Momoro, tu connais la chanson... tu connais la chanson... Mais elle prie, non? Écoute, tu connais la chanson de
de Papa Wemba, Elongi à Jésus. Oh, c'est-à-dire? Elongi à Jésus. Donc, apparemment, vous redoutez des capacités spirituelles d'Adel Caïn. Non, mais tu sais, même la Bible dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont tous entrer dans le royaume des cieux. C'est pour dire quoi? Je dis seulement, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux. Donc moi, je dis seulement qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui prient aussi, hein, que Dieu écoute. Hein, on va prier, moi j'ai prié aussi. On dit Seigneur, permets à ce que cette activité se déroule très bien, qu'il n'y ait pas de casse, hein, que les gens qui vont m'accompagner... la sécurité, donc elle est très bien, Tozon a très bien. C'est garanti. Hein. Parce que la politique marche aussi avec la dimension spirituelle. Exactement. Hein, voilà, chacun. La vie même en général, c'est quand même... Voilà, donc moi je prie. La sécurité, c'est garanti. Je pense, oui, des mesures sécuritaires. Moi, je n'ai pas assisté à ces réunions-là. Mais je crois que toutes les mesures ont été prises en compte pour garantir la sécurité de ceux qui vont venir et du début jusqu'à la fin de la manifestation. Alors, Chris Mukendi, on prend ces séminaires du gouvernement. Les présidents ont clôturé hier. C'est vrai que les membres du gouvernement ont signé, et, si je pouvais dire, pacte, ainsi de suite, pour la bonne gouvernance. Comment d'abord vous appréciez l'idée de ces séminaires? D'abord, cette idée n'est pas nouvelle. À chaque formation du gouvernement, il y a toujours un séminaire. Et le but de ces séminaires-là, c'est pour donner les orientations sur les priorités des actions gouvernementales. Vous savez que ce gouvernement a été publié, ou ce séminaire s'est tenu à 8 mois de l'organisation des élections. Il était question pour les membres du gouvernement de prendre connaissance des actions prioritaires en cette période. Donc, c'est un séminaire au cours duquel il y a des éminents professeurs qui défilent et certains membres du gouvernement aussi eux-mêmes qui sont orateurs pour, en tout cas, arrêter ensemble des orientations à prendre politiquement. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. À chaque... Qu'est-ce que ces séminaires apportent des biens dans le travail de ces ministres? Parce qu'on constatera que, même si c'est vrai que vous étiez en train de dire que non, ce sont des séminaires qui se passent déjà, mais qu'est-ce que cela apporte? Parce qu'on ne sent vraiment pas les mêmes ministres qui prennent des formations au début et après on sent que ça ne marche pas. Non, ce séminaire ne remplace pas le programme du gouvernement. Il y a un programme du gouvernement qui est là. Chaque ministre... Je parle de la compétence. Non, justement, je suis en train d'en arriver. Je dis seulement que le séminaire ne se substitue pas au programme du gouvernement. C'est un séminaire qui permet à ce que les membres du gouvernement puissent avoir des orientations prioritaires. Hein? Il revient maintenant à chaque ministre parce que quand vous êtes nommé en rapport avec votre profil. Parce que vous pensez que Chris Mukendi a des compétences dans tel domaine, il peut exercer telle fonction au sein du gouvernement, c'est alors que le chef de l'État l'a nommé. Il y a aussi l'ordonnance qui attribue à chaque membre du gouvernement ses compétences. Hein. Les compétences sont d'attribution, les attributions d'un ministère sont connues. Chaque ministre a sa feuille de route avec ses compétences, ses attributions qui doit exécuter. Comme je dis, ce séminaire n'a que pour objectif de donner les grandes orientations du gouvernement selon les priorités, surtout que nous sommes à 8 mois des élections de 2023. Ah d'accord. Alors, les thèmes pour ces séminaires étaient là, à titre informatif en tout cas, construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Et le président de la République a insisté que la population doit être au centre de tout intérêt. Là, c'était là les séminaires qui s'est clôturé. Hier, le président était là. Ces jours de la clôture, mais également les ministres, comme je disais, ont signé un engagement éthique pour mener une farouche bataille pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Une adhésion à la vision présidentielle, un véritable acte de foi éthique. Alors, Chris Mukendi, on parle également du processus électoral, la fin de ces processus, soit des opérations d'enrôlement depuis le lundi. Quelle est votre observation? C'est vrai que la CENI serait satisfaite, mais il y a également des points qui restent. Je prends le cas des Kouamout, je prends à l'est là-bas,
même ici à Kinshasa, à Maluku, on n'a pas enrôlé. La CENI l'a dit, elle attend à ce que la sécurité puisse revenir, se rétablir dans ces coins. Dans l'ensemble, comment vous observez et qu'est-ce que vous pourriez dire dans ces coins où la CENI était incapable parce qu'il n'y avait pas de sécurité pour enrôler? Vous savez, déjà au départ, la CENI avait publié sa feuille de route qui était assortie de quelques contraintes, notamment la contrainte sécuritaire. Et cette contrainte sécuritaire a persisté jusqu'à la fin des opérations. Ce qui fait que dans certains coins de la République, le processus d'enrôlement n'a pas été effectué. Voilà, mais je salue le travail accompli par la CENI parce qu'elle a fait un travail de titan dans ces conditions-là. Mais aussi, le président de la CENI, lors de son passage sur France 24, il a proposé un schéma pour de coins où on observe encore des poches d'insécurité. Il a proposé, comme un technicien, je ne sais pas si la plénière de la CENI pourra opter pour la même démarche, parce que la CENI devra présenter le projet de loi pour la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session. Donc, il reste encore quelques mois. 2 mois pour finir cette opération. Et ça veut dire que cette opération doit intégrer le nombre de sièges à pourvoir même dans les coins où ces opérations n'ont pas été effectuées. Comment ça, Christ? Non, mais justement. C'est parce que et la répartition s'est faite en termes de nombre de... Voilà maintenant la proposition que la CENI a eu à faire. La CENI a dit qu'elle propose techniquement qu'elle procède au calcul de trouver comment on appelle ça? La moyenne. La moyenne de nombre de sièges en rapport avec la population qui devra se faire enrôler. Ouais. Dans la mesure où on a connu une expérience d'enrôlement en 2006, en 2011 et en 2018, la CENI pourra faire la moyenne du nombre d'enrôlés de 2006, de 2011 et 2018. Ça serait fiable? Ça pourrait être approximatif. Ah, d'accord. Mais c'est pour garantir, c'est pour ne pas briser les cycles. Si nous voulons avoir des élections en 2023, c'est un de moins que la CENI propose. Sinon, il faudra attendre jusqu'à ce que la paix sera effectivement rétablie à l'est de la République. Dans tous les coins, même à Kwamoutou aussi. Ce qui voudrait dire qu'on risque d'aller au-delà de l'échéance constitutionnelle. Décembre. Voilà. Donc, pour parer à cette difficulté, la CENI a proposé, en tant qu'organe technique, il faut dire que la CENI, c'est un organe technique. Elle nous fait une proposition. Il reviendra maintenant aux politiques de pouvoir lever la meilleure des options. Parce que si la CENI rate la session ordinaire de mars pour faire voter le projet de loi sur la répartition des sièges, c'est fini. Ça veut dire que nous sommes allés au-delà de 2000. Au-delà de 2000. Les présidents. Voilà. Donc la CENI a proposé qu'on procède d'abord à la moyenne et quand la paix va revenir, elle viendra maintenant avec des machines pour enrôler la population des partis qui autrefois étaient sous le feu de l'agression. Mais quelles sont les chances pour que nous puissions voir cette loi de répartition des sièges au cours de cette session? Parce que c'est vrai que la CENI a ouvert ses portes avec ces portes ouvertes. Excusez-moi pour permettre la tautologie. Il y a des portes ouvertes qui sont organisées actuellement au niveau de la CENI. Quelle chance que vous pourriez donner à ce que nous puissions avoir la loi sur la répartition des sièges dans les délais? Les chances sont encore entières. Les chances sont entières. Il suffit simplement d'élever l'option qui contente tous les Congolais. Voilà. La mauvaise option serait de partir aux élections sans nos frères de l'Est. Ça, c'est la meilleure des options parce qu'on enverrait un très mauvais message à ces populations comme si elles ne comptaient pas pour nous. Et surtout avec ce qui se passe, des velléités, des balkanisations. Voilà, donc c'est un message que nous leur lançons. Aller aux élections sans eux, nous leur disons que vous ne comptez pas pour nous.
On peut exister sans vous. C'est le message que nous lançons. Et ça, c'est une démarche que la CENI ne soutient pas. Donc la CENI veut que nous puissions aller aux élections avec tous les Congolais, avec tous les territoires. Ça donne l'image que le Congo est réellement un pays qui est un et indivisible. Mais lorsque nous partons aux élections avec une partie seulement de notre territoire, ça veut dire que nous consentons tous pour que ce territoire soit désormais compté comme un territoire étranger. Alors, si je pourrais essayer un peu de renchérir ma question, dans ces portes ouvertes, toutes les parties prenantes aux élections sont conviées, l'opposition, les pouvoirs, ainsi de suite. Les fichiers est déjà critiqué. Les fichiers électoraux, disons, ce que la CENI a fait. Vous pensez que l'opposition serait partant? Parce que si la CENI organise ces portes ouvertes, c'est pour appeler l'opposition de constater qu'il y aurait un nettoyage du fichier, c'est-à-dire que le doublon, ainsi de suite, tout ce qui pourrait avoir comme ce que l'opposition craint pourrait être élagué. Est-ce que l'opposition pourrait accepter? C'est vrai que j'ai vu, on m'aurait informé qu'il y a déjà un envoyé d'ensemble qui serait déjà là. Mais est-ce que l'opposition, dans sa globalité, pourrait participer à ces portes ouvertes, à ce qui se passe, au nettoyage du fichier électoral? Nous sommes aujourd'hui à notre 4e cycle électoral. Ça veut dire 4e cycle, ça veut dire 4e expérience. Et le processus est le même. Mais aussi les opérations restent les mêmes. Au niveau de la CENI, il y a des opérations qu'on appelle la révision du fichier. Pendant la révision du fichier, on procède à la suppression des doublons. On procède à la suppression des mineurs. Parce que pendant les processus d'enrôlement, il y a des gens qui habitent à Lukunga, qui se fait enrôler à Lukunga, il va se faire enrôler à Funa, il se retrouve au Congo central, il y a les processus d'enrôlement, il se fait enrôler là-bas avec le même nom. Voilà. Pendant les processus, pendant les opérations du nettoyage de fichiers. Du nettoyage de fichiers, on trouve Mukendika Bemba Chris, né à Kinshasa le 30 janvier, le 30 janvier, le 30 janvier. On constate que c'est la même personne. Et on procède à l'élimination. Si, par l'effet qu'il y a eu des milliers de Congolais qui avaient participé à diverses opérations d'enrôlement dans les différents coins, ils seront supprimés et ça va réduire le nombre d'enrôlés. Donc c'est ça les nettoyages de fichiers. C'est une opération. Et si l'opposition boude de participer à cette étape? Non, mais ce n'est pas une étape de politique. Non, c'est une opération technique de la CENI. C'est une opération purement technique qui est prévue même dans les calendriers. C'est prévu. Donc on ne va pas nous... je crois que c'est une... Mais pour la confiance, la crédibilité, la CENI a estimé que ce serait mieux que les parties prenantes participent. On a connu aussi par le passé, à l'époque de la dynamique de l'opposition, la CENI avait écrit des lettres à ces plateformes pour déléguer les gens pour venir assister. Vous vous rappelez encore de la lettre que Fayoulou recommandait à l'époque, un certain, celui qui est actuel, l'actuel... c'est pas secrétaire... Guy Toumouniz, qui le monsieur qui s'occupe des opérations techniques de la CENI, à l'époque, il a été recommandé par Fayoulou pour le compte de la dynamique de l'opposition. Donc, on va demander certainement ensemble d'envoyer un spécialiste, on va demander à la Mouka d'envoyer, on va demander à l'Union Sacrée d'envoyer. Et si n'envoyez pas? Et si non? Ben, ils sont libres de ne pas le faire. Voilà. Ils sont libres. Mais la CENI travaille... Quelle serait la crédibilité? Non, mais la CENI travaille dans la transparence. Ah, d'accord. La CENI travaille dans une transparence. La CENI tient des rencontres régulières avec les acteurs politiques. Très souvent, on parlait du peuple dans la salle des spectacles, où ils viennent pour échanger autour du processus. Donc, au moment opportun, la CENI pourra envoyer des lettres pour que chaque camp puisse désigner un expert afin de procéder aux opérations du nettoyage du fichier. Alors, Chris Mukendi, vous, au niveau de l'FDC, vous êtes prêt pour les élections? Parce qu'on avance, hein, on ne tergiverse pas, on avance, les jours avancent. Vous êtes prêt au niveau de l'FDC? Les élections s'organisent, on commence à les préparer juste lorsqu'on publie les résultats des élections précédentes. Ça veut dire que l'FDC
on a commencé à préparer les élections depuis la publication des résultats des élections de 2018. Dès ce moment-là, on a commencé à nous préparer pour le futur. Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que, comme vous savez bien, les noms des débats sont en tout cas cités dans beaucoup. Bahati ne se serait pas fait élu en 2018. Est-ce que vous vous préparez en conséquence au niveau du suffrage direct? Est-ce que vous vous préparez en conséquence pour les cas de votre autorité morale, que cela ne puisse plus se répéter, que Bahati ne puisse pas être élu au niveau du suffrage universel direct lors de ces élections de 2023? Merci beaucoup parce que vous me donnez une belle occasion de pouvoir porter à la connaissance du public cette information. Vous savez, beaucoup de gens disent Bahati n'a pas été élu, il ne présente même pas un poids politique, tout ça. Mais vous savez, pendant les élections de 2018, on a ravi plusieurs sièges à la FDC. Le PPRD, écoutez, c'est mon argument. Et puisque vous voulez avoir l'information, je vous donne l'information. Ouais. Qu'est-ce que les amis du PPRD se sont dit? Ils ont dit, si Bahati passe à l'Assemblée nationale, il va réclamer les postes du président de l'Assemblée nationale. Puisque la démarche était que Bahati soit réduit, anéanti, aussi, puisque la machine électorale se trouvait entre leurs mains. Vous savez comment? Vous allez encore vous rappeler. Vous allez encore vous rappeler, je ne sais pas si vous avez bonne mémoire pour vous rappeler des rencontres que Aubin Minako a tenues au Fleuve Congo Hotel avec Nanga, où des audios ont été divulgués. Non, c'était. Vous allez encore vous rappeler de la liste de 350 députés nationaux qui étaient désignés avant les élections. Vous allez encore vous rappeler. Donc, il s'était dit, si Bahati devient député national, il deviendra la deuxième personnalité du pays. Il sera président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'étouffer. Est-ce que vous savez que au Sud Kivu, Bahati a 17 députés provinciaux. 17. 17 à lui seul. 17 députés provinciaux. Donc ça veut dire, ça vous montre déjà l'ancrage de la FDC et du professeur Modeste Bahati dans le Sud Kivu. Là, ce n'est pas l'individualisme qui a joué. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce n'est pas l'individualisme de chacun de ces députés qui... Je vais au-delà. Vous pouvez croire que quelqu'un comme Oueranson échoue aux élections à Kikwiti? Vous pouvez croire ça, c'est la politique, ce n'est pas de la musique. Mais justement, voilà pourquoi je vous disais que cette machine-là était détenue par des gens qui disaient « Moukende Rolegate, Gramika Lega ». Ils ont fait les roulages. Oh. Hein? Ils ont stoppé ici. Non, Gramik ne passe pas, Moukende passe. Dadi Loana, toi tu ne passes pas, Moukende passe. Vous savez que l'élève qui échoue accuse toujours le professeur, hein, qu'il est méchant. Non, pas du tout. Mais vous n'ignorez pas aussi que ce processus électoral a été contesté par plusieurs, moi notamment. Moi j'ai fait 7000 voix, Lokunga je ne suis pas passé. Mova qui n'a pas réuni 500 voix. Mais les seuils, non Non, on avait atteint les seuils. Code de Jean Lucien, à l'époque, on a atteint les seuils. J'ai réalisé plus de 7000 voix. Je ne suis pas passé. De Mova qui n'avait même pas 500 voix sont passés. Comment est-ce que vous dites que j'étais dans la même circonscription. J'étais dans la même circonscription. Les Bernard Kayumba. Oh, non, n'hésitez pas à dire. Non, mais je vous dis. Non, mais écoutez, il il est aujourd'hui à l'Union sacrée. Je n'ai pas intérêt à jeter de l'opprobre. C'est quelqu'un que j'observe de loin. Vous voyez? Il y a des gens qui sont venus de Lubumbashi à 2 mois des élections qui n'ont jamais été à Kinshasa et qui ont été élus à Lukunga. Vous pouvez vous rendre compte. Mais ils ont travaillé à distance, non? Ils ont travaillé à distance, non? Donc, c'est juste pour dire que la machine électorale était contrôlée, hein, et qu'il y a un peu de vrai, mais beaucoup de faux aussi, dans ceux qui siègent à l'Assemblée nationale. La plupart des élus, les meilleurs, sont dehors. Donc on ne peut pas reprocher à Bahati qu'il est impopulaire. Bahati est très populaire. Bahati est très populaire et tout le monde le sait. Bahati est simplement victime de son organisation. On veut le diminuer. Il y a des gens qui
qui ne veulent pas que Bahati pèse. Et là, parce que, vous prenez toutes les précautions actuellement. Vous savez prenez pourquoi? les précautions pour 2023. Bien sûr, nous sommes en politique, nous sommes de personnes averties. Vous savez, Bahati a toujours présenté l'argument de poids politique dans les discussions. Allons-y. Ce qui n'arrange pas ceux qui n'ont pas le poids politique. La vérité, c'est que ceux qui n'ont pas le poids politique, ceux qui n'ont pas beaucoup d'élus, sont plus nombreux que ceux qui en ont. Et aujourd'hui, ils constituent une certaine majorité au sein de l'Union sacrée. Et cette majorité de ceux qui ne pèsent pas combattent cette minorité qui détient le poids politique. Ils cherchent maintenant à les réduire. Vous voyez? C'est ça le combat au sein de l'Union sacrée. C'est là où Bahati se retrouve aujourd'hui avec 2 ministres et un vice-ministre, même pas un VPM, alors qu'il a le plus grand nombre de députés, plus que l'UNC, plus que le MLC. Donc on cherche à les réduire. Sa loyauté ne poserait pas problème, parce que vous savez très bien en politique, c'est également une question de loyauté. Il n'y a pas un acteur politique qui soit plus loyal que Modeste Bahati. Plus loyal, je n'en connais pas. Ah d'accord. Bahati est un des acteurs politiques les plus loyaux que le Congo n'ait jamais connu. Il est resté loyal à Kabila depuis qu'ils se sont rencontrés jusqu'au jour où, à cause de ses ambitions, Kabila le chasse du FCC. Il n'a servi que Kabila. Il n'a été que Kabila, collaborateur de Kabila. Jusqu'au jour où Kabila se décide, à cause des ambitions de Bahati, qui voulait devenir président du Sénat, ils l'ont mis à la porte. Voilà. Donc il est resté loyal. Bahati est la seule personne, le premier regroupement à avoir déclaré officiellement son soutien au président de la République pour l'avoir plébiscité, être déjà en 2021 que notre candidat en 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors que tous ceux qui composent aujourd'hui l'Union sacrée ne l'ont pas encore fait. Beaucoup d'ailleurs. Donc, Bahati aujourd'hui est victime de ceux qui ne représentent aucun poids politique, qui malheureusement sont plus nombreux que ceux qui ont les poids politiques, et malheureusement, ils commencent à lui mettre des bâtons dans les roues. Mais aussi la position qu'il occupe, la position du président du Sénat, fait que certaines disent au président de la République ou aux membres qui entourent le président de la République que Bahati veut prendre ta place. Bahati veut. Et c'est une... Mais c'est constitutionnel, non? Si les présidents J'ai observé le même combat qu'Engola a connu aussi. Qu'Engola a connu quand il était président du Sénat. Il a été tout le temps attaqué, il a été asphyxié financièrement. L'institution Sénat a été asphyxiée. Des retards des salaires, des 4 mois, 5 mois, jusqu'au jour où Kengo s'est décidé d'aller voir Kabila pour lui dire « Je ne cherche pas ton fauteuil du président de la République ». C'est la Constitution qui a voulu que le président du Sénat remplace le président de la République en cas d'empêchement. Ce n'est pas moi, Léon Kengo Adondo. Arrêtez de m'asphyxier, arrêtez de nous empêcher de faire notre travail. Je n'ai pas des ambitions de prendre votre place de président de la République. Et malheureusement, je comprends que le poste du président du Sénat, c'est un poste qui inspire de la peur, de la crainte. Pour ceux qui... C'est un poste dangereux. Non, mais si vous pensez que c'est un poste dangereux, parce que ce n'est pas un poste qui a été prévu pour Bahati, parce qu'avant Bahati, il y avait Kengo, avant Kengo, il y avait Marini Bodo, après Kengo, il y a eu Tambwe Mwamba, aujourd'hui c'est Bahati. C'est un poste. Ce n'est pas Bahati qui a décidé d'être là. Voilà. Si vous pensez que cette fonction menace la fonction du président, ben, révisons la Constitution. Faisons comme, je ne sais pas, au Cameroun, comme au Gabon. En cas d'empêchement, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui assure la fonction du président de la République. Là, on va asphyxier encore la Cour constitutionnelle. On va maintenant chercher à asphyxier le président de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un problème. Chris Mugeni, on finit. Vous êtes un économiste. Les gens vous apprécient comme tel également parce que vous avez la compétence. On parle du budget avec vous. C'est vrai, il y a des rumeurs qui circuleraient. C'est vrai que Nicolas Kazadi a botté en touche tout ce qui s'est dit. Mais selon des informations, bon, selon ces rumeurs, je ne parlerai pas des informations, qu'on pourrait avoir un collectif budgétaire, un budget rectificatif parce que le gouvernement n'est pas à mesure
de mobiliser plus de 16 milliards comme il était prévu. Comment vous êtes en train d'analyser la situation économique dans notre pays? Puisque nous parlons du budget, j'ai dit qui croire entre notre argentier, celui qui connaît la santé de nos finances publiques. Il y a également des experts Nicolas qui observent mais ces experts-là sont où? Ils sont au ministère des Finances, ils sont à la DGI, à la DGRAD. Voilà. Ils voient les marchés, non? Le problème avec notre pays, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup plus confiance aux organisations extérieures qu'aux organisations ou les services compétents qui travaillent dans le sens de mobiliser les recettes. Elles sont tant C'est crédibles, ça notre problème. Elles sont tant crédibles. Nous avons des intellectuels qui sont en réalité inféodés. Des intellectuels qui fonctionnent par procuration des organisations internationales. Lorsqu'il y a un rapport de la Banque mondiale, on dit oui, amen. Lorsqu'il y a un rapport du gouvernement congolais, on dit on ne croit pas à ces rapports. Mais parce qu'on sait que c'est de la politique, non? Malheureusement, c'est de la mauvaise politique. On appelle ça de la politique politicienne. Voilà. Moi, je crois, mon ministre des Finances, c'est lui qui connaît les assignations qui ont été faites au service d'assiette. Non, mais aussi, ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est quoi? C'est que le budget, c'est une loi. Ouais. Une loi peut être corrigée. Exactement. Une loi peut être rectifiée. Révisée. Donc, il n'y a pas de mal à ce que lorsqu'il y a une nouvelle orientation politique dans le sens du budget, non pas seulement dans le sens de réduire, on peut aussi réviser dans le sens d'augmenter si les recettes grandissent. Donc, j'ai dit, c'est un exercice qui se passe entre les gouvernements et les parlements. Si le constat est réel, je crois que le gouvernement va venir vers l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, pour pouvoir rectifier ce qui a rectifié. Mais rectifier ne veut pas dire réduire. Rectifier veut dire aussi accroître. Ce n'était pas une surestimation de votre part de l'Union sacrée d'émettre un budget à 16 milliards? Parce que là, j'ai suivi Nicolas qui dit que s'il y a retard des paiements, des paiements des fonctionnaires, c'est parce qu'il y a cette histoire de guerre, on finance la guerre, on finance l'armée, il y a des élections également. Il a pris ça comme excuse, comme à Libye. Mais est-ce que vous pensez que ce n'était pas une surestimation de votre part? Vous savez, le budget, il est toujours élaboré sur base du budget précédent. Ouais. Lorsque vous avez eu un budget précédent dont les taux d'exécution prouvent que ça a été 14 exécuté, milliards. Voilà, donc c'est en rapport avec le budget précédent. Le budget 2022 a été à hauteur de combien? Des 12 milliards. Des 12 milliards. Ouais. Voilà. Et en rapport avec tout ce qu'il y a comme performance, tout ce qu'il y a comme assignation et des engagements des responsables des services d'assiette qui demandent à ce que le gouvernement puisse mettre à leur disposition des actes générateurs de recettes, ils font des prévisions. Ils disent, OK, l'année prochaine ou cette année, nous sommes capables de mobiliser autant. Ouais. Voilà. Le budget est une prévision. Ce n'est pas de l'argent qu'on a déjà amassé au Evande Sikamoko. Hein, on va maintenant les chercher pour commencer à faire des programmes. Non, pas du tout. Ouais. C'est une prévision. Et les prévisions connaissent parfois de variations. Donc, on ne peut pas. C'est une prévision des recettes et une prévision des dépenses. C'est ça le budget. Donc, ça peut connaître des fluctuations. Ce n'est pas du tout un péché que lorsque vous avez élaboré un budget à hauteur de 14 milliards, que vous puissiez les réduire d'1 milliard, parce que la réalité sur terrain vous montre bien que les cours de minerais dans les marchés internationaux varient à tout moment, parce que quand vous faites les calculs là, vous les intégrez dans votre donne. Mais les phénomènes où l'économie mondiale peut impacter sur aussi les calculs que vous avez prévus dans les cas de la mobilisation, ça a une incidence. Ah, voilà. Donc, comme j'ai dit, le budget, ce n'est pas une loi statique. Le budget est une loi dynamique. On vote le budget, ok. Mais lorsque le budget n'est pas réalisable, il y a un collectif budgétaire qui peut être organisé pour réduire, ou lorsque vous avez un superflu, vous pouvez aller au-delà de ce qui a été prévu. Alors, Chris Mukendi, on finit la dernière question.
Deux petites questions avant de finir. Comment vous réagissez face aux propos de Délice Sanga, la mort de son fédéral au niveau de Luisa? Délice Sanga accuse les régimes en place et Délice Sanga parce qu'on veut l'atteindre également. Comment vous réagissez? Je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances à la famille politique et biologique du camarade de l'envol qui est décédé. Mais je dis, il ne faut pas toujours profiter des événements pour faire du populisme politique. C'est très dangereux pour un acteur. Délice Sanga, je crois que c'est un juriste. Lorsqu'il y a un cas comme celui-là où on parle d'assassinat, on l'a attaqué. Il faut au préalable qu'il y ait des enquêtes. Et devant une cabine téléphonique. Non mais vous savez, on tue les gens. Attaqué. On tue les gens au Congo tous les jours. Ce n'est pas les régimes qui envoient. On dit que c'est les fiefs du pouvoir actuel, non? Non mais les fiefs du pouvoir c'est partout. Le pouvoir il est partout. Les fiefs du pouvoir c'est partout. Tous les gouverneurs qui sont en province c'est les fiefs du pouvoir. Donc il ne faut pas prendre des actions comme ça, isoler des actions d'incivisme ou des Kuluna ici, lorsque nous tous nous sommes victimes du phénomène, par exemple, Kuluna. Lorsque moi je suis attaqué par un Kuluna, je ne dis pas que il vient d'envol. Je ne dis pas qu'ils ont été envoyés par Adel Kaïnda, pas du tout. Donc il ne faut pas prendre des situations comme ça pour dire c'est les pouvoirs qui m'attaquent. Non, pas du tout. Il faudrait qu'il y ait une enquête qui élucide la cause de ce décès. S'il y a des personnes qui ont été identifiées, ils doivent être arrêtés et jugés, mais aussi condamnés. Mais il ne faut pas que ces sangs se livrent à cet exercice-là auquel ils se livrent maintenant, du populisme. Mais je crois que c'est un comportement de quelqu'un qui est en perte de vitesse. Là, je n'entre pas. J'ai suivi votre extrait où vous aviez dit que non, ces sangs, c'est rien populaire. Mais la vérité, c'est quoi? Il faut dire la vérité. Non, je n'entre pas non, dans... vous n'entrez pas, mais c'est moi qui parle. C'est Sanga, en 2011, il a voté pour qui comme président de la République? Pour espérer avoir un siège comme député national, c'est Sanga en 2011. C'est Félix Tshisekedi, c'est connu. Non, pas Félix, en 2011. En 2011, Étienne Tshisekedi. J'ai pensé à Étienne Tshisekedi. 2018. Oui. En 2018, tout en étant à la Mouka, c'est Sanga est membre il était à la Mouka. Félix a quitté la Mouka. Mais pour obtenir son siège de député national, il a utilisé la malice et l'arnaque politique. Il a menti Fayoulou. Et il a voté Tshisekedi, le fils. Il a prêché Tshisekedi. Il a prêché Tshisekedi pour espérer obtenir un siège. En 2023, je crains, heureusement pour lui, il dit ne pas être candidat député national par peur, parce qu'il dit s'il va encore là-bas, il risque maintenant de demander aux gens. L'ancrage des 600 actuellement, ce n'est plus il risque maintenant de demander aux gens de voter pour Anthony Tshisekedi. Donc l'existence politique de Sesanga est fondée sur la famille Tshisekedi. Oh, l'existence politique de Sesanga. L'existence politique de Sesanga est fondée sur la famille. Le premier mandat de député, il a obtenu au nom de Tshisekedi. Non. Là, il a obtenu au nom de Bemba. Il était au MLC. Le deuxième mandat, il a obtenu au nom de Tshisekedi. Le troisième mandat, il a obtenu au nom de Tshisekedi. Je crains que le troisième mandat, s'il arrive à l'obtenir, il l'obtienne encore au nom de Tshisekedi. Donc, la vie de Sesanga, sa survie politique dépend de la famille Tshisekedi. S'il part de Tshisekedi, il passe. Les jours où il parle pas de Tshisekedi, il fait quoi? Il perd les élections. Non, l'ancrage des délits Sesanga évolue. Moi, j'ai vu ces tournées dans la République, dans les grands Katanga. Citez-moi une seule province acquise. Dans les grands Équateurs. Citez-moi une seule province acquise au député Sesanga. Une seule province. Citez-moi. Kinshasa. Alors, on finit avec Franck Diongo qui a tenu un point de presse. Une petite question hier qui demande au président de ne pas se représenter. Vous ne savez pas que Franck Diongo existe encore. Il est toujours. Il fait toujours la politique. C'est un grand acteur politique. C'est un grand acteur politique. Il a rallié les blocs de Lubumbashi. Il partage ce qui s'est passé à Lubumbashi. Il appelle à la marche du 13 et puis il demande au président de ne pas se représenter. Je parlais avec un acteur politique. Il m'a dit dans ces pays... Si c'est pas un péché de citer son nom. Non, je ne le cite pas. Il m'a dit, tu sais, dans ces pays, il y a 3 personnes avec qui il ne faut pas composer. Qui? Il m'a dit, le premier,
c'est Franck Diongo. Oh, Le deuxième, c'est Lissanga Bonganga. oh, Le troisième, c'est Steve Mikai. oh, pourquoi? Oh, Voilà. pourquoi? Prochainement, je vous dirai pourquoi. Franck Diongo, qui est un combattant de la liberté en tout cas, hein, qui a été aux côtés d'Étienne Tshisekedi pendant très longtemps. C'est mon vieux que j'aime beaucoup, mais je me dis, il a atteint la ménopause politique. Ah non, c'est vrai. en tout cas, il est encore jeune. Hein. Est-ce que vous Bon, savez... pas jeune, mais il a encore de la force. je vais vous donner une révélation. Vous savez, aux assises de Lubumbashi, Ouais. Fayulu a posé une condition Laquelle? à Katumbi, à tout le monde. Il dit, Franck Diongo ne peut pas se retrouver là où moi je suis dans la salle. Si je suis dans la salle, Diongo est dehors. Oh, pourquoi? Posez la question à Fayulu. Et c'est ce qui est arrivé. Diongo n'était pas dans la salle. Il était à Lubumbashi. Mais là où Fayulu était, il n'était pas là. Oh, Diongo était à Lubumbashi. Mais Diongo était à Lubumbashi. Vous n'avez vu aucune image, hein, parce que c'était la condition que Fayulu a posée. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Poser la question à Fayulu, poser la question à Diongo. Je disais que c'est un des acteurs avec qui il ne faut pas composer. C'en est fini pour aujourd'hui. Je pense que je pourrais avoir, je poserai cette question à ces combattants de la liberté, Franck Diongo, ou à ses proches pour nous répondre. Ou soit poser cette question aux proches de décider. Là, je vois Alexis Légal, Prince Pengue, Maman Chantal, ils sont très nombreux. J'ai recevé pour vous, Chris Mukendi. On a fait les points sur la sortie officielle de l'Union sacrée. On a par ricochet parlé également d'autres sujets d'actualité. Rediffusion à 22h juste, relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Je pense que je pourrais vous retrouver la semaine prochaine, soit les dimanches, juste après ce qui va se passer au niveau des stades. Vous êtes invité, hein, avec votre matériel. Oui, perfect. Il n'y aura pas de Télévision bruit. est tellement très objectif. Ou soit si je pourrais dire objectif étant que télévision, étant que presse, perfect sera là pour couvrir l'image. Mais si ça ne se ferait pas comme nous sommes en train de s'attendre, là les dimanches, je pourrais avoir quelqu'un de l'opposition. Si ça s'est fait comme on s'y attend. Mais ne prenez pas les images de 5 h du quelqu'un. matin. Les stades est vide, 5 h du matin, vous filmez les stades. Voilà. Baïté, baïté. Pas à 5 h du matin. Non, moi, en tout cas, je pense que l'Union sacrée va mobiliser. Moutonio, ça va dans point na mboka, Moutonio, ça va dans bateau na espace. Je pense que l'Union sacrée a également ses militants qui seront là pour l'activité. Merci beaucoup à vous tous, toute notre compassion et tout notre soutien, tout notre amour à nos frères de l'Est, nos frères de Kouamoun, Maloukou également, tous ces coins, tout ce qui se passe. En tout cas, nous sommes des cœurs avec vous également. Ce qui s'est passé à Lualaba. Je suis Égramique Légon, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci à l'équipe technique. Au revoir.